Né à Phalsbourg, dans le département de la Moselle, en Lorraine, Émile Erckmann, 1822-1899, fut la cheville ouvrière du duo d'écrivains qu'il forma avec Alexandre Chatrian, 1826-1890, et qui eut un succès considérable dans la seconde moitié du XIXe siècle, et même au-delà. Émile Erckmann et Alexandre Chatrian se rencontrent en 1847 et publient quelques mois plus tard leurs premières œuvres communes sous la signature Erckmann-Chatrian. Bonjour. C'est Émile qui écrit. Chatrian s'occupant de la relecture des textes, de leur commercialisation, puis de leur réécriture, pour laquelle il avouera s'être parfois fait aider par des anonymes pour le théâtre. Ils resteront amis et collaborateurs jusqu'à leur brouille à la fin des années 1880. Mais pour des commodités d'accord et pour une harmonisation, ils resteront Erckmann-Chatrian. Voici l'un des contes, extrait des Contes de la montagne et pour la première fois publié en 1860 dans la revue Le Magazine de librairie, puis par la suite dans la célèbre collection Hetzel. Des monts et merveilles, Michael Darjoy. Karl Hafitz avait passé 6 ans sur la méthode du contrepoint. Il avait étudié Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Rossini. Il jouissait d'une santé florissante et d'une fortune honnête qui lui permettait de suivre sa vocation artistique. En un mot, il possédait tout ce qu'il faut pour composer de grandes et belles musiques, excepté la petite chose indispensable, l'inspiration. Chaque jour, plein d'une noble ardeur, il portait à son digne maître, Albertus Kilian, de longues partitions très fortes d'harmonie, mais dont chaque phrase revenait à Pierre, à Jacques, à Christophe. Maître Albertus, assis dans son grand fauteuil, les pieds sur les chenets, le coude au coin de la table, tout en fumant sa pipe, se mettait à biffer l'une après l'autre les singulières découvertes de son élève. Karl en pleurait de rage. Il se fâchait, il contestait, mais le vieux maître ouvrait tranquillement un de ses innombrables cahiers et, le doigt sur le passage, disait « Regarde, garçon !» Alors, Karl baissait la tête et désespérait de l'avenir. Mais un beau matin qu'il avait présenté sous son nom à maître Albertus, une fantaisie de Boccherini, variée de Viotti, le bonhomme jusqu'alors impassible se fâcha. « Karl !» s'écria-t-il. « Est-ce que tu me prends pour un âne ? Crois-tu que je ne m'aperçoive pas de tes indignes larcins ? Ceci est vraiment trop fort. » Et le voyant consterné de son apostrophe, « Écoute, lui dit-il, je veux bien admettre que tu sois dupe de ta mémoire et que tu prennes tes souvenirs pour des inventions, mais décidément, tu deviens trop gras, tu bois du vin trop généreux, et surtout une quantité de chope trop indéterminée. Voilà ce qui ferme les avenues de ton intelligence. Il faut maigrir. » « Maigrir ? Ah oui, oui, ou renoncer à la musique. La science ne te manque pas, mais les idées, et c'est tout simple. Si tu passais ta vie à enduire des cordes de ton violon d'une couche de graisse,
comment pourrait-elle vibrer ?» Ces paroles de maître Albertus furent un trait de lumière pour Hafitz. « Quand je devrais me rendre éthique, s'écria-t-il, je ne reculerai devant aucun sacrifice, puisque la matière opprime mon âme. Je maigrirai. » Sa physionomie exprimait en ce moment tant d'héroïsme que maître Albertus en fut vraiment touché. Il embrassa son cher élève et lui souhaita bonne chance. Dès le jour suivant, Karl Hafitz, le sac au dos et le bâton à la main, quittait l'hôtel des Trois Pigeons et la brasserie du roi Gambrinus pour entreprendre un long voyage. Il se dirigea vers la Suisse. Malheureusement, au bout de 6 semaines, son embonpoint était considérablement réduit et l'inspiration ne venait pas davantage. « Est-il possible d'être plus malheureux que moi ?» se disait-il. « Ni le jeûne, ni la bonne chair, ni l'eau, ni le vin, ni la bière ne peuvent monter mon esprit au diapason du sublime. Mais qu'ai-je donc fait pour mériter un si triste sort ? Tandis qu'une foule d'ignorants produisent des œuvres remarquables, moi, avec toute ma science, tout mon travail, tout mon courage, je n'arrive à rien. Ah, le ciel n'est pas juste, non, il n'est pas juste. » Tout en raisonnant de la sorte, il suivait la route de Bruck à Fribourg. La nuit approchait. Il traînait la semelle et se sentait tomber de fatigue. En ce moment, il aperçut, au clair de lune, une vieille masure embusquée au revers du chemin, la toiture rampante, la porte disjointe, les petites vitres effondrées, la cheminée en ruine. De hautes orties et des ronces croissaient autour, et la lucarne du pignon dominait à peine les bruyères du plateau où soufflait un vent à décorner les bœufs. Karl aperçut en même temps, à travers la brume, la branche de sapin flottante au-dessus de la porte. « Allons, » se dit-il, « l'auberge n'est pas belle, elle est même un peu sinistre, mais il ne faut pas juger des choses sur l'apparence. » Et, sans hésiter, il frappa la porte de son bâton. « Qui est là ? Que voulez-vous » fit une voix rude de l'intérieur. « Un abri et du pain. »« Ah, bon. » La porte s'ouvrit brusquement, et Karl se vit en présence d'un homme robuste, la face carrée, les yeux gris, les épaules couvertes d'une houppelande percée au coude, une hachette à la main. Derrière ce personnage brillait le feu de l'âtre, éclairant l'entrée d'une soupente, les marches d'un escalier de bois, les murailles décrépites et, sous l'aile de la flamme, se tenait accroupie une jeune fille pâle, vêtue d'une pauvre robe de cotonnade brune à petits points blancs. Elle regardait vers la porte avec une sorte d'effroi. Ses yeux noirs avaient une expression de tristesse et d'égarement indéfinissables. Karl vit tout cela d'un coup d'œil et serra instinctivement son bâton. « Eh bien, entrez donc, » dit l'homme. « Il ne fait pas un temps à tenir les gens dehors. » Alors lui, songeant qu'il serait maladroit d'avoir l'air effrayé, s'avança jusqu'au milieu de la baraque et s'assit sur un escabeau devant l'âtre. « Donnez-moi votre bâton et votre sac, » dit l'homme. Pour le coup, l'élève de maître Albertus tressaillit jusqu'à la moelle des os, mais le sac était débouclé, le bâton posé dans un coin, et l'hôte assis tranquillement près du foyer avant qu'il fût revenu de sa surprise. Cette circonstance lui rendit un peu de calme. « Herr Wirth, » dit-il en souriant, « je ne serais pas fâché de souper. »
Que désire monsieur à souper? Fit l'autre gravement. Une omelette au lard, une cruche de vin et du fromage. Monsieur est pourvu d'un excellent appétit, mais nos provisions sont épuisées. Vous n'avez pas de fromage? Non. Pas de beurre, pas de pain, pas de lait? Non. Mais grand Dieu, qu'avez-vous donc? Des pommes de terre cuites sous la cendre. Au même instant, Karl aperçut dans l'ombre, sur les marches de l'escalier, tout un régiment de poules, blanches, noires, rousses, endormies, les unes la tête sous l'aile, les autres le cou sous les épaules. Il y en avait même une grande, sèche, maigre, hagarde, qui se peignait et se plumait avec nonchalance. Mais, dit Hafitz, la main étendue, vous devez avoir des œufs. Nous les avons portés ce matin au marché de Bruck. Oh, mais alors, coûte que coûte, mettez une poule à la broche. À peine eut-il prononcé ces mots que la fille, pâle, les cheveux épars, s'élança devant l'escalier, s'écriant « Qu'on ne touche pas à mes poules, qu'on ne touche pas à mes poules, oh, qu'on laisse vivre les êtres du bon Dieu !» L'aspect de cette malheureuse créature avait quelque chose de si terrible que Hafitz s'empressa de répondre « Non, non, qu'on ne tue pas les poules. Voyons les pommes de terre. Je me voue aux pommes de terre. Je ne vous quitte plus. À cette heure, ma vocation se dessine clairement. C'est ici que je reste 3 mois, 6 mois, enfin, le temps nécessaire pour devenir maigre comme un fakir. » Il s'exprimait avec une animation singulière, et l'hôte criait à la jeune fille pâle « Genoveva, Genoveva, regarde, l'esprit le possède, c'est comme l'autre. » La bise redoublait dehors. Le feu tourbillonnait sur l'âtre et tordait au plafond des masses de fumée grisâtre. Les poules, au reflet de la flamme, semblaient danser sur les planchettes de l'escalier, tandis que la folle chantait d'une voix perçante un vieil air bizarre, et que la bûche de bois vert, pleurant au milieu de la flamme, l'accompagnait de ses soupirs plaintifs. Hafitz comprit qu'il était tombé dans le repaire du sorcier Hecker. Il dévora une douzaine de pommes de terre, leva la grande cruche rouge pleine d'eau et but à longs traits. Alors, le calme rentra dans son âme. Il s'aperçut que la fille était partie et que l'homme seul restait en face de l'âtre. « Herr Wirth, reprit-il, menez-moi dormir. » L'aubergiste, allumant alors une lampe, monta lentement l'escalier vermoulu. Il souleva une lourde trappe de sa tête grise et conduisit Karl au grenier, sous le chaume. « Voilà votre lit, » dit-il en déposant la lampe à terre. « Dormez bien, et surtout, prenez garde au feu. » Puis il descendit, et Hafitz resta seul, les reins courbés, devant une grande paillasse recouverte d'un large sac de plumes. Il rêvait depuis quelques secondes et se demandait s'il serait prudent de dormir, car la physionomie du vieux lui paraissait bien sinistre lorsque, songeant à ses yeux gris clairs, à sa bouche bleuâtre entourée de grosses rides, à son front large, osseux, à son teint jaune, tout à coup, il se rappela que sur la Golgenberg se trouvaient 3 pendus, et que l'un d'eux ressemblait singulièrement à son hôte, qu'il avait aussi les yeux caves, les coudes percés, et que le gros orteil de son pied gauche sortait du soulier crevassé par la pluie. Il se rappela de plus que ce misérable, appelé Melchior, avait fait jadis de la musique, et qu'on l'avait pendu pour avoir assommé avec sa cruche l'aubergiste du Mouton d'Or,
qui lui réclamait un petit écu de convention. La musique de ce pauvre diable l'avait autrefois profondément ému. Elle était fantasque, et l'élève de maître Albertus enviait le bohème, mais en ce moment renvoyait la figure du gibet, ses haillons agités par le vent des nuits, et les corbeaux volant tout autour avec de grandes clameurs. Il se sentit frissonner, et sa peur augmenta beaucoup lorsqu'il découvrit, au fond de la soupente, contre la muraille, un violon surmonté de 2 palmes fleuries. Alors, il aurait voulu fuir, mais dans le même instant, la voix rude de l'hôte frappa son oreille. « Éteignez donc la lumière !» cria-t-il. « Couchez-vous ! Je vous ai dit de prendre garde au feu !» Ces paroles glacèrent Karl d'épouvante. Il s'étendit sur la grande paillasse et souffla la lumière. Tout devint silencieux. Or, malgré sa résolution de ne pas fermer l'œil, à force d'entendre le vent gémir, les oiseaux de nuit s'appelaient dans les ténèbres, les souris trottaient sur le plancher vermoulu. Vers 1 heure du matin, Hafitz dormait profondément, quand un sanglot amer, poignant, douloureux, l'éveilla en sursaut. Une sueur froide couvrit sa face. Il regarda et vit dans l'angle du toit un homme accroupi. C'était Melchior, le pendu. Ses cheveux noirs tombaient sur ses reins décharnés, sa poitrine et son cou étaient nus. On aurait dit, tant il était maigre, le squelette d'une immense sauterelle. Un beau rayon de lune, entrant par la petite lucarne, l'éclairait doucement d'une lueur bleuâtre, et tout autour pendaient de longues toiles d'araignées. Hafitz, silencieux, les yeux tout grands ouverts, la bouche béante, regardait cet être bizarre, comme on regarde la mort debout derrière les rideaux de son lit quand la grande heure est proche. Tout à coup, le squelette étendit sa longue main sèche et saisit le violon à la muraille. Il l'appuya contre son épaule, puis, après un instant de silence, il se prit à jouer. Il y avait dans sa musique, des notes funèbres comme le bruit de la terre croulant sur le cercueil d'un être bien-aimé, solennelles comme la foudre des cascades traînées par les échos de la montagne, majestueuses comme les grands coups de vent d'automne au milieu des forêts sonores, et parfois tristes comme l'incurable désespoir. Puis, au milieu de ces sanglots, se jouait un chant léger, suave, argentin, comme celui d'une bande de gais chardonnerets voltigeant sur les buissons fleuris. Ces trilles gracieux tourbillonnaient avec un ineffable frémissement d'insouciance et de bonheur pour s'envoler tout à coup, effarouchés par la valse, folle, palpitante, éperdue. Amour, joie, désespoir, tout chantait, tout pleurait, ruisselait pêle-mêle sous l'archet vibrant. Et Karl, malgré sa terreur inexprimable, étendait les bras et criait « Oh, grand artiste, un véritable génie, c'est sublime! Oh, que je plains votre triste sort, être pendu pour avoir tué cette brute d'aubergiste qui ne connaissait pas une note de musique, errer dans les bois au clair de lune, n'avoir plus de corps et un si beau talent. Mon Dieu !» Mais, comme il s'exclamait de la sorte, la voix rude de l'hôte l'interrompit. « Hé, là-haut, vous tairez-vous à la fin? Êtes-vous complètement malade, ou le feu est-il à la maison ?» Et des pas lourds firent crier l'escalier de bois. Une vive lumière éclaira les fentes de la porte
qui s'ouvrit d'un coup d'épaule, laissant apparaître l'aubergiste. « Ah, Herr Wirth !» cria Hafitz. « Herr Wirth, que se passe-t-il donc ici? D'abord, une musique céleste m'éveille et me ravit dans les sphères invisibles, puis voilà que tout s'évanouit comme un rêve. » La face de l'hôte prit aussitôt une expression méditative. « Oui, oui, » murmura-t-il tout rêveur. « J'aurais dû m'en douter. Melchior est encore venu troubler notre sommeil. Il reviendra donc toujours. Maintenant, notre repos est perdu. Il ne faut plus songer à dormir. Allons, camarades, levez-vous. Venez fumer une pipe avec moi. » Karl ne se fit pas prier. Il avait hâte d'aller ailleurs. Mais quand il fut en bas, voyant que la nuit était encore profonde, la tête entre les mains, les coudes sur les genoux, longtemps, il resta plongé dans un abîme de méditation douloureuse. L'hôte venait de rallumer le feu. Il avait repris sa place sur la chaise effondrée au coin de l'âtre et fumait en silence. Enfin, le jour grisâtre parut. Il regarda par les petites fenêtres, puis le coq chanta. Les poules sautèrent de marche en marche. « Combien vous dois-je » demanda Karl en bouclant son sac sur ses épaules et prenant son bâton. « Vous nous devez une prière à la chapelle de l'abbaye Saint-Blaise, » dit l'homme d'un accent étrange. « Une prière pour l'âme de mon fils Melchior, le pendu, et une autre pour sa fiancée, Genoveva, la folle. »« C'est tout ? » ?»« C'est tout. Alors, adieu, je n'oublierai pas. » En effet, la première chose que fit Karl en arrivant à Fribourg, ce fut d'aller prier Dieu pour le pauvre bohème et pour celle qu'il avait aimée. Puis, il entra chez maître Kilian, l'aubergiste de la Grappe, déploya son papier de musique sur la table et s'étant fait apporter une bouteille de Riquewihr, il écrivit en tête de la première page « Le violon du pendu » et composa, séance tenante, sa première partition vraiment originale. C'était Le violon du pendu, un conte d'Erckmann Chatrian, paru pour la première fois en 1860. Durant la lecture de cette nouvelle, chers auditeurs, je n'ai rien entendu de votre part, ni toussottements intempestifs, pas de raclement de gorge, aucun froissement d'étoffe. J'en conclus donc que cette histoire vous a tenu en haleine. Aussi, et pour vous récompenser de votre silence, je vous propose d'écouter un dernier petit conte des mêmes auteurs, intitulé « Entre deux vins ». À bientôt. Démons et merveilles, Michael Darjoy. Pendant la messe de minuit de l'an 1847, à Phalsbourg, le petit greffier de la justice de paix, Conrad Spitz et moi, nous vidions notre 3e bol de punch au café Schweitzer, près de la porte d'Allemagne. Tout le monde était à l'église. La veuve Schweitzer, avant de partir, avait éteint les quinquets. La chandelle, placée entre Spitz et moi, éclairait vaguement à un angle du billard notre bol et nos verres. Le reste se perdait dans l'ombre.
La servante Gretel chantait à voix basse dans la cuisine, et nous venions d'entendre une chaise tomber au milieu du silence. En ce moment, le petit greffier se prit à dire « Comment se fait-il, mon cher monsieur van der Bach, qu'à cette heure indue, sans nous être dérangés de notre place au café Schweitzer, nous nous trouvions transportés chez Holbein, le tisserand, au coin de la halle au grain et des vieilles boucheries ?» Ces paroles m'étonnèrent. Je regardai autour de moi, et je reconnus qu'en effet, nous étions assis dans une petite chambre tellement basse que les poutres enfumées du plafond nous touchaient presque la tête. Les petites vitres à mailles de plomb étaient ensevelies sous la neige. Un métier de tisserand en forme de buffet, des écheveaux de chanvre suspendus à des traverses, un lit à baldaquin drapé de serge grise, un antique fauteuil à fond de cuir poli comme un plat à barbe, 3 chaises effondrées, des ficelles tendues en tous sens où pendaient des guenilles. Voilà ce que je vis dans ce recoin du monde. Enfin, entre le métier et le pied du lit, une perruque jaunâtre s'élevait et s'abaissait tour à tour, et je reconnus que c'était la tête du grand-père Holbein, tombé en enfance, et qui dormait toujours à la même place, plus jaune, plus ratatinée qu'une momie du temps de Sésostris. Mais ce qui m'étonna le plus, c'est qu'en me retournant vers Conrad Spitz pour lui témoigner ma surprise, je me trouvai face à face avec une vieille pie chauve posée sur le bâton supérieur de la chaise du greffier, le bec droit, la tête enfoncée entre les épaules, les yeux recouverts d'une pellicule blanche qu'elle relevait de temps en temps, et ses petites pattes sèches et noires cramponnées au bois vermoulu. Elle était immobile et rêveuse. Je me dis aussitôt que Spitz, connu pour son humeur caustique, s'était transformé en pie pour jouir de ma confusion. Rien de plus naturel, il avait profité du moment où je tournais la tête. Du reste, son habit noir, sa cravate blanche, son nez pointu, ses petites mains nerveuses lui donnaient les plus grandes facilités à cet égard. « Oh, camarade !» lui dis-je, « si tu veux jouir de mon embarras, tu te trompes. Ce n'est pas moi qui m'étonne de ces choses-là. Il y a bel âge que j'ai entendu raconter de semblables histoires. »« Ce n'est pas pour cela que j'ai pris cette forme, dit-il. C'est parce qu'elle m'est plus commode. Ces chaises mal rempaillées ne me conviennent pas. Je suis bien mieux sur ce petit bâton. Il semble avoir été fait tout exprès pour moi. » Je compris que ses raisons pouvaient être bonnes. Cependant, sa nouvelle physionomie me parut bizarre, et je le considérai avec une curiosité singulière. « Conrad, repris-je en dissimulant mes véritables pensées, je m'étonne que Holbein, sa femme et sa grande fille borgne abandonnent ainsi leur maison au milieu de la nuit, car enfin, si nous n'étions pas d'honnêtes gens, nous pourrions fort bien enlever ces écheveaux de chanvre et cette pièce de toile. Il y a tant de coquins dans ce monde. »« Oh, fit-il, je suis ici pour garder la maison. » Ce fut pour moi un trait de lumière. J'avais souvent remarqué sur le seuil de la vieille cassine une pie chauve. J'avais observé cet animal avec une vague défiance, ainsi que la mère Holbein, aux mains sillonnées de grosses veines bleuâtres, aux cheveux plus blancs que le lin. « Hé, 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 me disait la vieille en branlant la tête, vous regardez mon oiseau, vous voudriez bien l'avoir, mais il est de la famille. » Je ne doutais pas alors que cette pie ne fût Conrad Spitz lui-même. Le petit greffier venait se reposer là de ses fatigues, se voyant bien accueilli par ces braves gens. Je lui communiquai ma supposition. « Eh, fit-il, vous êtes plus perspicace que ce que je n'aurais cru, monsieur van der Bach. En effet, c'est bien moi. Que voulez-vous? La vieille Ursule me soigne bien. Elle se priverait plutôt que de me laisser manquer. Chacun cherche ses avantages. » Nous causions ainsi, quand la voix du père Holbein se fit entendre au dehors, criant « Oncle, tu as oublié de fermer notre porte. Que le diable emporte la vieille folle. Nous sommes peut-être volés. »
Entre-temps, il entra, et me voyant assis en face de la lampe, fit-il, mais c'est monsieur Vanderbach. Puis la vieille, avec son livre de prière, puis la fille, secouant la neige attachée au bas de sa robe, entrèrent à leur tour en me saluant d'un « Dieu vous bénisse ». La pie s'envola sur l'épaule de la vieille, et Holbein, me regardant, dit à sa femme « Eh, ce bon monsieur Vanderbach, comment diable est-il ici? Il m'a l'air d'avoir fait le réveillon. » « Oui, » dit la femme, « conduis-le chez lui. »« Allons, monsieur, » dit le tisserand, « il est tard, prenez mon bras. »« Oh, je retournerai bien tout seul, » lui répondis-je. « C'est égal, faites-moi le plaisir de vous appuyer un peu. » Nous venions de sortir. Il y avait 2 pieds de neige. « Et Spitz ?» lui dis-je en marchant. « Qui Spitz ?»« Bah, le greffier, la pie. »« Ah !» fit-il. « Oui, oui, je vous comprends. La pie va dormir. Vous avez causé avec elle. C'est un animal bien intelligent. » Et le brave homme me conduisit jusqu'à la porte de ma maison. Ma servante m'attendait. Elle le remercia. Cette nuit-là, je dormis comme un bienheureux. Le lendemain, quand je rencontrai Spitz, il ne se souvenait plus de rien. Il prétendit que j'étais sorti seul du café et que j'étais entré en trébuchant chez les Holbein. Du reste, il ne voulut jamais convenir de sa transformation et s'indigna même de mes propos à ce sujet.